Mon titre est moins de généraux, plus de soldats américains. Il s'agit d'un événement historique qui s'inscrit dans la volonté d'un président Trump de parvenir à la paix par la force. Nous allons transférer des ressources, des éléments surchargés du quartier général vers nos combattants de guerre. Il s'agissait d'un processus de délibération, en collaboration avec les chefs d'état-major interarmés, dans un seul objectif, maximiser la préparation stratégique et l'efficacité opérationnelle en procédant à des réductions prudentes des grades de général et d'officier général. Il y a donc deux phases ici. Moins de généraux, plus de soldats. Alors je me tourne vers le général du plateau. Je suis désolée, le général François Chauvency, mais c'est le pire scénario pour vous, ça ? Non, parce qu'il faut regarder un petit peu qui est visé. Ce qui est visé, ce sont les 5 étoiles et non pas les 4, parce que chez eux, 4 égale 5, c'est-à-dire les généraux d'armée, ceux qui commandent. Et a priori, il y en a beaucoup chez nous, on n'en a que 8 quand même. Hein. D'accord. Voilà, mettons les chiffres là où ils sont. Enfin, 20% en tout, ça va au-delà de... Ah oui, tout à fait. Ils sont partis pour environ 100 officiers généraux, mais pas uniquement les généraux d'armée. Effectivement, ils ont à peu près, les effectifs sont à peu près de 800 aujourd'hui dans les armées tout confondues, et avec une autorisation budgétaire à 857. Voilà. Donc aujourd'hui, si on en retire une centaine, on redescend à 700, en gros. Bon. Est-ce que ça vous choque ? J'aurais cru que ça vous choquerait. Je vais être un peu plus pervers que cela. Parce que je vois qui prend la décision. Et celui qui a pris la décision, il me semble qu'il n'a pas dépassé le grade de commandant. C'est exact, on parle du ministre de la Défense. Et très souvent, on a des commentaires d'officiers subalternes ou jeunes officiers supérieurs. Et on a eu un cas un jour sur un plateau ici d'ailleurs, qui dit en gros les généraux, vous n'avez rien à dire. C'est un petit peu une mentalité, je dirais, du bas contre le haut. Bon, ça, c'est ma perversité qui me permet de m'exprimer ainsi. Bon, mais peu importe. Alors, tout est à cause. S'il y a une volonté d'être plus opérationnel, on peut le comprendre. Et c'est vrai que quand on voit le nombre d'officiers généraux à 5 étoiles, donc officiers d'armée, généraux d'armée, ça fait beaucoup. Et peut-être qu'il y a effectivement un problème en interne. Non pas forcément de couper les têtes parce qu'on veut se débarrasser d'un certain nombre de personnes, mais simplement peut-être que la chaîne hiérarchique est trop lourde aujourd'hui. Même quand même, remarquons que 800 généraux pour une armée de 1 300 000 hommes, plus la garde nationale qui est aux alentours de 1 million et quelques, c'est pas tant que cela. Il faut quand même pas oublier que les généraux sont pas là uniquement pour avoir des pins sur les épaules. Oui, alors à quoi servent les généraux ? À commander, à manager, on commande au combat, on manage ses effectifs, on fait des programmes d'armement. Si on prend l'armée française, bon, il y a d'abord les 3 armées avec des spécialités, mais vous avez les médecins militaires, vous avez les ingénieurs de l'armement, vous avez chez les Américains, vous avez aussi des juristes. Donc il y a des spécialités. Ce sont des hauts fonctionnaires en uniforme, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils soient d'abord des militaires ou des hauts fonctionnaires. Est-ce qu'ils peuvent faire peur à ceux qui sont au-dessus d'eux, notamment à Pete Hegseth, qui se sentent peut-être pas, et d'ailleurs à juste titre, parce qu'il a quand même quelques casseroles, on va dire, on y reviendra, mais alors, il y a peut-être quand même, sur les 8 têtes de chaîne qui avaient été évoquées il y a quelques semaines, au niveau du Pentagone, il y en a quand même 3 qui ont été limogés. Ça voudrait dire qu'ils n'étaient pas dans l'axe du parti. Mais quand on discute, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec des officiers américains, ils auraient plutôt une légère tendance à être un peu trumpistes pour une partie d'entre eux. Donc je suis pas. Alors est-ce qu'au plus haut niveau, je n'en sais rien. N'oubliez pas que quand un général est en haut, il est quand même là pour avoir un équilibre dans son jugement et que les questions politiques normalement sont mises de côté. Voilà. On est l'armée de la République, l'armée des États-Unis, donc les questions politiques sont mises de côté. Donc peut-être que dans l'équipe Trump, on veut couper des têtes pour des raisons politiques. Bon, aujourd'hui, ça ne semble pas apparent. Effectivement, on peut retenir l'hypothèse d'une meilleure opérationnalité. Alors, on va retrouver notre correspondante à Washington, Justine Jankowski. Bonjour Justine. Est-ce que les Américains, eux, craignent avec ces coupes que leur armée devienne un peu moins performante ? Alors pour l'instant, ce sont surtout les démocrates qui critiquent ce projet de purge. Pour eux, cela risque de paralyser l'armée et puis c'est aussi un risque de politisation du Pentagone. Ce Pete Hegseth, lui, il y voit une réduction historique. L'objectif, donc, c'est de couper les dépenses à la tête de l'armée pour redistribuer justement ces dépenses aux hommes de terrain. Donc pour le dire simplement, moins de généraux et plus de GIs. Alors le secrétaire à la défense et Donald Trump, d'ailleurs, n'ont jamais caché leur mépris pour les hauts gradés. Depuis plusieurs mois, ils en ont déjà licencié une demi-douzaine, dont une amirale et le chef d'état-major, sans explication. Il a été remplacé par un général 3 étoiles à la retraite. Plus généralement, c'est une refonte globale de l'armée que propose Pete Hegseth, avec donc ces coupes au niveau bureaucratique, mais aussi une augmentation du budget de l'armée, une augmentation massive d'1 milliard de dollars, notamment pour renforcer les positions en Asie-Pacifique. Merci beaucoup.
beaucoup, Justine. Alors Magali, vous l'avez relevé, hein, ce que disait Justine, ce mépris de Trump à l'égard des hauts gradés. Cette grande défiance, hein, même, parce que il faut dire qu'il s'est entouré lors de son premier mandat de généraux qui étaient certains de ses plus proches conseillers, et ça s'est pas bien passé en fait, parce qu'ils ont contesté et remis en cause, essayé de le convaincre de certaines politiques. Et je pense par exemple au général Mark Milley, qui était son chef d'état-major, avec lequel ça s'est très très mal terminé. Rappelez-vous ces sorties dans la presse de ces généraux qui même mettaient en garde contre un risque de virage autoritaire en cas de deuxième mandat de Donald Trump. Donc il a la dent dure contre ces généraux dont il se méfie profondément. Il ne se méfie pas de la base, parce que, en effet, comme vous le disiez, il y a beaucoup de son électorat aussi dans ces soldats. Mais les généraux, ils s'en méfient. Et dans la tête de Donald Trump, ils sont certainement aussi révélateurs de cet état profond, le symbole de cet état profond qui l'empêche de gouverner. Donc en fait, il est certain que Pete Hegseth et Donald Trump avaient annoncé des coupes, en effet, mettre fin à cette bureaucratie. Enfin, il y a des coupes partout, hein, d'une manière générale d'ailleurs. Mais c'est vrai que s'attaquer aux hauts gradés, c'est une façon bien de montrer sa défiance et de dire qui gouverne, et essayer de retirer aussi certains contre-pouvoirs. Sauf qu'il risque maintenant d'avoir 20% de hauts gradés qui ne sont plus dans l'armée. Et donc ils sont moins sous contrôle, potentiellement. Hélène Conway-Mouret, votre regard sur cette coupe de 20% dans les effectifs de l'armée américaine? Alors moi je suis plutôt sur votre ligne, hein. Je pense que c'est très négatif, parce que si on rejoue l'histoire, 1939, Staline, énorme purge. Tous les généraux ont été débarqués. Guerre mondiale. Il y a une volonté d'autoritarisme là-dedans, c'est ça? Oui, mais alors attendez, c'est important de regarder un petit peu l'histoire, parce que l'histoire se répète souvent. Bon, alors, je ne dis pas que Donald Trump est l'équivalent de Staline, mais enfin, on a quand même un régime autocratique, je suis d'accord avec vous. Hein, peut-être, voilà, un président qui, en effet, a un petit peu peur de ses généraux, qui pourrait, à un moment, se révolter ou voir, voilà, le contester. Bien. Donc, Staline, purge, grande purge. L'armée allemande envahit, l'armée rouge s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, chez les hauts gradés, l'expérience qui fait qu'au bout de quelques décennies, eh bien, on a ces 4 ou 5 étoiles, et que l'on prend les bonnes décisions, comme le général l'a rappelé tout à l'heure, sur l'ensemble de l'organisation de l'armée. Donc là, nous sommes dans un moment quand même où nous avons un pays dont l'administration est attaquée par Donald Trump avec des licenciements de dizaines de milliers de personnes. Le système judiciaire est attaqué, la recherche est attaquée. Enfin, il y a un affaiblissement systématique, une défiance vis-à-vis des têtes pensantes. On l'appelle comme l'on veut, mais quand même à la fois de l'administration et de tout ce qui fait aujourd'hui la puissance américaine. Des élites. L'armée, oui, mais l'armée en fait partie. Oui. Et donc, moi je pense que c'est un signal incroyablement fort. S'il devait servir la Chine, c'est le meilleur signe à envoyer aux Chinois, de dire, écoutez, dans quelques années, vous pourrez faire ce que vous voulez, dans 2 ou 3 ans, ce que vous voulez à Taïwan ou ailleurs, parce que de toute façon, nous ne serons pas en capacité, nous serons affaiblis, et je ne sais pas s'ils remplacent les généraux, les gradés aujourd'hui, par les individus qu'il a choisis jusqu'à présent pour l'entourer, mais enfin, si c'est le cas, sincèrement, je pense que les Chinois, les Russes peuvent se dire, les Américains, en cas de problème, resteront bien sur leur grand île, sur le grand continent, et ne viendront pas nous embêter. Donc, moi, je vois cela comme un signal politique inquiétant, absolument, et qui va dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure par rapport aux Britanniques qui s'inquiètent et aux Européens qui ont tout à fait raison de se dire que demain, nous risquons d'être seuls parce que l'armée américaine ne sera peut-être plus en capacité d'être aussi efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, moi, je ne peux pas commenter, comme le général le fait, à savoir est-ce qu'il y a trop de généraux ou pas, je ne sais pas.
Mais je pense qu'on ne peut pas dégager 20%, c'est pratiquement un quart quand même. Oui. Un quart de ceux qui réfléchissent, qui planifient et qui font en sorte que une armée peut fonctionner correctement. Inquiétude. Donc, je pense que c'est grave. Inquiétude aussi, en tout cas des parlementaires démocrates qui l'expriment sur une politisation potentielle de l'armée. C'est ce qu'ils disent. Regardez ce que dit Jack Reed, un sénateur démocrate. J'ai toujours poussé pour plus d'efficacité dans l'armée, mais aussi de rudes décisions devraient reposer sur des faits, des analyses, pas sur des pourcentages arbitraire. Et il poursuit: éliminer sans justification nos plus qualifiés et expérimentés ne rendra pas l'armée plus efficace. Au contraire, cela pourrait la paralyser. C'est un risque que vous jugez plausible? Oui, c'est un risque, tout à fait. Mais enfin, la question, est-ce que ce sont des postes budgétaires qui sont supprimés ou ce sont des gens qu'on vire? Et je pense que c'est plutôt des postes budgétaires. Ça veut dire que le remplacement par d'autres n'est pas vraisemblable à la date d'aujourd'hui avec les éléments qu'on a. C'est-à-dire qu'on a fermé les postes et voilà. Donc les gens, on les invite à prendre leur retraite plus rapidement. Voilà. Maintenant, en termes d'efficacité, je crois qu'effectivement, le fait de faire partir les généraux actuellement, il faut quand même se rappeler que l'armée américaine est en guerre depuis pas mal d'années. Et que tous les généraux qui sont aujourd'hui autour de Trump ou avant autour de Biden, ce sont des généraux effectivement expérimentés. Absolument. Et qui ont une expérience de guerre et non pas d'administration. Donc c'est pas vraiment des bureaucrates. Et là, effectivement, Magali a rappelé les généraux du premier mandat. Il y avait aussi Mattis. Mattis, je ne sais plus, il y en avait un autre aussi, qui était très proche. Et d'ailleurs, Mattis était d'ailleurs secrétaire d'État et non pas la défense. C'est lui aussi qui a préservé d'ailleurs les liens avec une partie, avec le Qatar, où ça se passait assez mal et qui a permis de faire un gros contrat d'armement. C'est aussi lui qui a incité Trump à ne pas quitter l'OTAN, alors qu'il le disait ubi et orbi. Donc les généraux, effectivement, c'était peut-être les adultes autour de Trump, et les seuls qui avaient suffisamment de bagages, je dirais, opérationnels et non pas politiques, pour dire ayons du bon sens, voilà notre expérience, on vous l'apporte. Effectivement, c'est un moyen là actuellement de faire partir tous ceux qui apporteraient un petit peu de bon sens dans la politisation éventuelle. C'est une possibilité, mais que je me relativiserai simplement parce que si les postes budgétaires sont fermés, il n'y aura pas de remplacement, c'est simplement des départs secs. Voilà, non, c'est pas plus. Et en dehors des régimes autocratiques, ça existe des armées sur ce modèle-là où on a vraiment coupé le plus de têtes possible en gardant un maximum de soldats? Je crois que toutes les armées occidentales ont eu cette vocation-là à un moment donné, y compris en France, mais d'une manière plus harmonisée. Alors que là, les gens purgent, enfin 25%, c'est pas simplement... 20%. Oui, enfin 20%, mais c'est pratiquement un quart quand même. Enfin, on va rester à un cinquième. Ils ne sont pas allés jusqu'au quart. Ce ne sont pas des purges, effectivement, ce sont des raisons économiques, mais néanmoins, c'est faire partir un certain nombre de généraux, alors qu'on a un stock. Mais d'un autre côté, revenons, on parle à la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'encadrement. Je regardais tout à l'heure les chiffres. Un général français, il correspond à 714 soldats en gros en termes de commandement. Un général britannique, c'est 1 à 400 et quelques. Donc vous voyez, il y a aussi un ratio qui existe. Alors l'armée américaine, c'est quand même moins. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus d'hommes sur leurs ordres. Voilà. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, puisqu'on ne parle que des généraux, on ne parle pas des autres officiers, est-ce que ces postes de généraux ne vont pas être remplacés par des postes de colonels? Parce que c'est un peu ce que j'ai lu d'ailleurs sur un papier sur Access. C'est qu'effectivement, finalement, c'est les colonels qui sont derrière pour faire l'état-major du général et mener les missions. Donc peut-être qu'il y aura un report sur les officiers supérieurs et non pas sur les généraux qui, effectivement, vu leur position qui est forcément un peu politique. Oui. Un exemple, les commandements à l'étranger des États-Unis, le général commande une zone, par exemple dans le Pacifique, mais c'est l'ambassadeur qui est à sa disposition. C'est pas l'inverse. Chez nous, le diplomate pourrait donner ses ordres au général. Là, dans ces zones-là, c'est le général qui a la main, y compris politique, avec le diplomate à ses côtés. Donc c'est d'autres rapports en termes de démocratie. Mais ça reste quand même une armée opérationnelle, l'armée américaine. Totalement. Et donc on a besoin de généraux aussi sur une zone, et on a besoin en effet de... Je ne dirais jamais le contraire. Est-ce que c'est pas le résultat aussi un peu, Magali, de ce procès en incompétence que l'on est en train de faire ou qui est déjà fait sur Pete Hegseth, normalement le chef du Pentagone, avec les récentes fuites et ses affaires confidentielles, notamment sur les frappes américaines sur les Houthis au Yémen, qui avaient fuité via Telegram. On avait découvert qu'il avait prévenu et sa femme, son avocat, et sur une messagerie Telegram. Non, mais il est certain que l'homme qui annonce ces mesures et cette purge qui est quand même assez drastique est un ministre, un secrétaire d'État à la Défense qui est extrêmement contesté. Beaucoup ne comprennent même pas
pourquoi il est encore en poste après, en effet, le scandale Signal, où il a, en effet, révélé sur des canaux absolument pas sécurisés des plans de guerre américains. Donc c'est un homme qui est contesté, mais qui est vraiment le fidèle parmi les fidèles de Donald Trump. Il représente, et ça, il faut bien le comprendre, il représente vraiment la base MAGA, en fait. Il était animateur sur Fox News. Et la loyauté paie au royaume de Trump. De toute manière, ça, c'est une certitude. La loyauté est primordiale. Juste une chose, c'est certainement d'ailleurs la raison pour laquelle certains généraux vont être écartés, mais il n'y a pas de volonté d'affaiblir l'armée. Au contraire, le budget du Pentagone, il est en augmentation. Trump a annoncé 1000 milliards de dollars pour le budget de l'armée américaine. C'est absolument considérable, c'est du jamais vu. Et Trump, quand il annonce, dit justement, c'est pour faire face à la menace chinoise, parce qu'il n'y a jamais eu autant de menaces dans ce monde aussi instable. Donc il n'y a pas de volonté de saper et d'affaiblir l'armée. Au contraire, en fait, dans l'esprit de Donald Trump et de son administration, c'est pour avoir une armée à sa main. Juste un point. C'est pas tant l'armée que la défense. Parce que quand il y a cette annonce phénoménale, en effet, de milliards qui vont être dépensés, c'est pour réindustrialiser le pays, pour fabriquer américain et notamment vendre aux Européens. Donc, on me l'a signalé de façon très claire. J'ai passé du temps au State Department avec les grands chefs qui m'ont dit voilà notre feuille de route. Donc en fait, en effet, il va y avoir de gros investissements, mais d'investissements pour des équipements militaires, pour booster l'innovation, parce qu'ils se rendent compte aussi qu'il y a un problème avec la Chine qui produit en masse et qui aussi, dans certains domaines, commence à dépasser sur le plan technologique les États-Unis, ce qui les inquiète énormément. Donc, c'est pas tant, je crois, pour des dépenses humaines ou sur le plan de l'armée, renforcer l'armée, mieux les équiper et ainsi de suite, mais véritablement dans le grand, on va dire, le grand objectif du président. On réindustrialise, on dépense pour l'armement et on renforce l'outil de défense. Et on renforce l'outil de défense, mais ça ne veut pas dire renforcer l'armée. C'est une chose un petit peu différente pour moi. Et Pete Hegseth, alors on a parlé tout à l'heure de Staline, mais c'est vrai qu'à l'aube, peut-être, en tout cas, il y a tellement de menaces et de prévisions, peut-être d'une troisième guerre mondiale. En tout cas, voilà, c'est dans l'air. Et le point de comparaison, c'est la Seconde Guerre mondiale, et c'est là-dessus que s'appuie Pete Hegseth qu'on écoute. Dans l'histoire, lorsque nous nous battions à travers le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions une force de 12 millions de personnes. Pour 12 millions d'hommes, nous avions 17 généraux 4 et 5 étoiles. Aujourd'hui, nous comptons 2,1 millions de militaires, dont 44 officiers, 4 étoiles et officiers généraux. C'est donc un ratio d'un général pour 6 000 soldats. Aujourd'hui, c'est un général sur 1400. Today, it's one general to 1400. C'est un bon point de comparaison. On peut vraiment comparer les deux situations à 80 ans d'écart ? Non, parce qu'en fait, c'est vrai que le terme général, tout de suite, on a une image derrière, mais en fait, c'est aussi un niveau de compétence, une spécialité. Et aujourd'hui, on n'a plus simplement des généraux d'infanterie ou des généraux d'aviation, c'est presque des ingénieurs, des administrateurs, ils ont énormément de compétences. Donc, parfois, on ne peut pas tout avoir comme compétences. Donc, avoir des généraux de différents types ne sont pas complètement idiots. Voilà. Et la guerre est beaucoup plus complexe aujourd'hui. On fait la guerre avec beaucoup moins d'hommes quand on regarde bien. Beaucoup moins d'hommes et beaucoup plus de technicité. Beaucoup de drones. Beaucoup de drones, beaucoup de planification aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Artificielle. Donc, voilà. Donc voilà, on n'est plus dans le même monde. On n'est pas dans le monde de la masse. Aujourd'hui, on a le monde de la haute technologie qui ne doit pas exclure un peu de masse, c'est-à-dire avoir des hommes, des ressources humaines, mais effectivement... Oui, parce que spontanément, quand on parlait des Britanniques, vous avez dit ils ont quand même très peu d'hommes. Ah oui. Voilà, donc il y a des choix budgétaires, en plus des choix des problèmes de recrutement, parce que ça aussi. Aujourd'hui, les Britanniques, c'est 55 000 hommes capables d'être projetés s'ils arrivaient sur leurs 75 000 hommes à le faire. Voilà, et c'est très peu. Bon, la France, on a les mêmes effectifs, mais c'est pareil. On est tout compris, on ne ferait pas mieux. Donc aujourd'hui, c'est des réalités. Donc il faut bien prendre. Mais les Américains ont une autre logique. Et il faut bien comprendre que de toute façon, tous ces généraux, il ne faut pas les voir, je dirais, à l'ancienne, Premier Empire, Deuxième Guerre mondiale, où ils étaient à la tête de leurs hommes. D'abord, il y avait un taux d'écrémage assez important, il ne faut quand même pas l'oublier. Nous sommes dans une autre logique aujourd'hui, où c'est quand même aussi des cerveaux, il ne faut quand même pas l'oublier. Et on a besoin d'un certain nombre de cerveaux. On a l'impression d'un exercice comptable.
voyez, on met des chiffres. Alors, il y a 80 ans, on avait tant, maintenant, on a tant. Mais enfin, ça ne se passe pas comme ça. Mais un peu comme l'a fait Elon Musk avant de quitter la Maison-Blanche. Mais c'est l'efficacité gouvernementale et c'est un petit peu sur ce même schéma. Sur table. Oui. Mais enfin, ce qui montre, peut-être, vous parliez tout à l'heure un petit peu d'incompétence ou de... Enfin, c'est alarmant quand même de voir que sur table, en effet, on va essayer de matcher les chiffres. Mais enfin, l'armée américaine, c'est pas ça. Puis c'est une armée opérationnelle quand même. Et pourtant, c'est la méthode Trump, que ce soit pour l'armée et la défense, mais dans tous les autres pour secteurs la de fonction l'activité publique, on a bien vu. Pareil. Mais on a bien vu les objectifs qui étaient affichés par Elon Musk avant de prendre son département du Doge. Et les résultats qu'il a obtenus au final. Lui-même a bien dû reconnaître qu'il n'avait pas fait les 2000 milliards d'économies qui avaient été annoncées. Et là, on a en effet un Pete Hegseth qui, un peu en majesté dans son bureau, se livre à un grand exercice de communication qui est assez étonnant il lit ses notes quand même, ministre. Il n'est pas capable de dire pour un ministre de la Défense, mais qui est là pour dire, moi aussi, je sais sabrer dans les dépenses inutiles et comprenez que ces généraux sont à ses yeux des dépenses inutiles et qu'il va réorganiser l'armée. Mais encore une fois, c'est la feuille de route qu'il a aussi reçue de la part de Donald Trump.